Bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal en français à la une de l'actualité. Le 26e sommet de l'ASEAN a eu lieu à Kuala Lumpur. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung, à la tête de la délégation vietnamienne, y a participé. Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans la floriculture. L'aide tant matérielle que spirituelle des amis internationaux est l'un des éléments importants qui ont contribué à la victoire glorieuse du printemps 1975. Le 26e sommet de l'ASEAN ayant pour thème « Notre peuple, notre communauté, notre vision » a eu lieu le 27 avril à Kuala Lumpur, la capitale malaisienne. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung, à la tête de la délégation vietnamienne, y a participé. Lors de ce sommet, les dirigeants des 10 pays membres de l'ASEAN ont discuté des orientations et des mesures destinées à continuer l'édification de la communauté de l'ASEAN en 2015. Il s'agissait aussi de discuter de l'élaboration de la vision de l'ASEAN pour l'après 2015, de l'amélioration de l'appareil et du mode de travail, du renforcement des relations extérieures du bloc régional et de son rôle central, de ses défis et de leur traitement. Les membres de l'ASEAN ont aussi échangé à propos de la situation régionale et internationale. À la clôture de la séance plénière, les dirigeants de l'ASEAN ont adopté 3 déclarations. La déclaration de Kuala Lumpur sur le fait que l'ASEAN met les habitants au centre de ses préoccupations, la déclaration de Langkawi sur le mouvement modéré mondial et la deuxième déclaration de Kuala Lumpur sur le fait d'institutionnaliser la capacité d'autonomie de l'ASEAN, des communautés et des habitants face aux désastres et au changement climatique. En marche du 26e sommet de l'ASEAN, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a eu des rencontres séparées avec son homologue malaisien et président de l'ASEAN en 2015, Najib Tun Razak, et le président philippin Benigno Aquino. Nguyen Thanh Dung et son homologue malaisien se sont mis d'accord sur les mesures visant à doper les relations bilatérales. Le Premier ministre malaisien a affirmé que la Malaisie aiderait les travailleurs vietnamiens en Malaisie à trouver du travail avec un revenu stable. Les deux parties se sont engagées à signer bientôt un mémorandum sur le recrutement des travailleurs vietnamiens en Malaisie en 2015. Lors de la rencontre entre le Premier ministre vietnamien et le président philippin, les deux hommes ont convenu de renforcer l'actuel mécanisme de coopération, de commémorer ensemble les 40 ans des relations diplomatiques Vietnam-Philippines l'année prochaine et de faciliter les échanges entre leurs entreprises. 40 ans après la réunification du pays et plus particulièrement depuis une vingtaine d'années, la mégapole du Sud s'est fortement développée et modernisée. La ville a attiré de nombreux investisseurs vietnamiens d'outre-mer qui ont déployé leurs projets dans divers domaines comme les infrastructures de transport, les hautes technologies, la production et les services. Plus de détails avec Thuyen. Chaque jour, le pont Phu My à Ho Chi Minh Ville est traversé par plus de 16 000 véhicules, dont la plupart sont des camions lourds et des porte-containers. Ce pont à haubans, le plus grand en Asie du Sud-Est, a bénéficié d'un investissement sous forme de BOT, construction, opération et transfert par un Français d'origine vietnamienne. Mis en service depuis 2009, l'ouvrage a contribué de façon importante au développement socio-économique de la ville. Depuis que le pont de Phu My est ouvert au trafic, le temps de transport d'une voiture importée depuis le port maritime à notre entrepôt est réduit à seulement 10 ou 15 minutes au lieu de plus d'une heure auparavant. Nos affaires sont beaucoup plus rapides et plus efficaces. Les entrepreneurs vietnamiens d'outre-mer ont aussi investi dans la construction des centres commerciaux haut de gamme au cœur de Ho Chi Minh Ville, ainsi que dans les ouvrages d'embellissement architecturaux de la ville. La rue florale de Nguyễn Huệ en est un exemple.
Ho Chi Minh Ville est doté aujourd'hui d'une physionomie et d'un style moderne et singulier, méritant d'être un centre financier, commercial et de services, non seulement du Vietnam, mais aussi de la région. Cela est dû en grande partie aux contributions des investisseurs étrangers et vietnamiens d'outre-mer. L'an dernier, la diaspora vietnamienne à l'étranger a envoyé à Ho Chi Minh Ville 5 milliards de dollars, soit la moitié du montant de devises transféré au pays entier. Le comité des Vietnamiens d'outre-mer de la ville a reçu près d'1 millier de vidéos désireux de s'informer sur les politiques d'investissement et d'affaires au Vietnam et de mise en place de leurs projets. Voici le tableau de taux de change et de l'indice boursier du Vietnam. Cela fait 20 ans que l'agence japonaise pour le développement, la JICA, a envoyé des volontaires au Vietnam. Au cours des dernières années, avec le besoin de développement économique et social du Vietnam, les bénévoles japonais sont de plus en plus nombreux au Vietnam. Dans le reportage qui suit, jetons un regard rétrospectif sur 20 années d'envoi de volontaires de la JICA au Vietnam. Kyoang nous en dit plus. L'envoi des bénévoles de la JICA a été officiellement lancé au Vietnam en 1995. Au cours des 20 dernières années, plus de 500 bénévoles japonais ont été envoyés au Vietnam pour travailler dans toutes les provinces et villes du pays. Pendant les premières années, la plupart des volontaires japonais ont été envoyés dans les universités pour enseigner le japonais. Peu à peu, lorsque les contributions des bénévoles ont été reconnues et appréciées, le programme a été étendu à d'autres domaines. Actuellement, nos bénévoles sont présents dans les 50 provinces du Vietnam. Les bénévoles participent dans les domaines de la santé, du développement local, de l'éducation, du soutien aux personnes handicapées ou encore l'assistance au développement des industries auxiliaires. Parmi les performances exceptionnelles des volontaires japonais au Vietnam, on peut inclure des projets liés à la médecine, à la santé des enfants et au soutien des moyens de subsistance. Prenons l'exemple des projets de soutien visant à améliorer la qualité de nourriture pour promouvoir le développement du tourisme dans le village de Đường Lâm, ou le projet d'assistance à la formation des enfants autistes au centre de réadaptation pour enfants handicapés de Tuy An. Actuellement, j'enseigne dans des classes pour les enfants atteints d'autisme. Pour aider ceux qui ont des difficultés linguistiques, j'utilise les méthodes d'analyse du comportement appliquées et des photos pour enseigner aux enfants. Je vais travailler ici pendant 2 ans. J'espère qu'avec mon petit geste, je peux aider des enfants à se développer, permettant aux enseignants d'améliorer leurs compétences pour être en mesure de les aider d'une manière efficace en cours. Jusqu'à présent, les volontaires japonais au Vietnam sont appréciés par les gens des localités où ils travaillent. Le comité populaire du faubourg de Son Tay et la JICA ont collaboré pendant de nombreuses années. Nous avons reçu des dizaines de bénévoles japonais au village, tant à long terme et qu'à court terme. Je remercie la JICA pour nous avoir envoyé des bénévoles qualifiés. Ces derniers font des recherches avec les habitants de Đường Lâm pour que les habitants locaux puissent développer le tourisme ainsi que les produits locaux, de sorte que les habitants puissent vivre du village antique. Bien que nous ayons reçu près de 1000 bénévoles des pays à notre centre, nous sommes vraiment satisfaits des volontaires de la JICA, à la fois pour leur discipline et pour leur professionnalisme. À travers leurs activités, les volontaires de la JICA ont contribué au développement humain et à résoudre les problèmes sociaux au Vietnam. En outre, l'échange direct entre les volontaires japonais et vietnamiens contribue également à renforcer l'amitié entre le Vietnam et le Japon. De nombreux programmes de coopération entre le Vietnam et le Japon dans le secteur de l'agriculture se sont renforcés ces derniers temps.
Le projet de coopération dans la floriculture réalisé dans la province de Lâm Đồng, où le développement de l'agriculture de haute technologie en est un exemple. Plusieurs entreprises de floriculture à Dalat renforcent maintenant leur coopération avec leurs partenaires japonais afin d'augmenter le volume des fleurs exportées vers ce pays. Les technologies japonaises aident efficacement dans le traitement des fleurs de cette société des technologies biologiques Forêt de fleurs de Dalat. Elles contribuent à maintenir les couleurs originales des fleurs tant après leur récolte que pendant les années qui suivent. Maintenant, chaque année, cette société vend sur le marché entre 300 et 400 000 produits floraux frais de longue durée. Ceux-ci se vendent également sur le marché japonais. Nous voulons importer les technologies japonaises parce que le marché des fleurs au Japon est très potentiel. Les chiffres d'affaires réalisés par ce secteur est estimé à 600 millions de dollars. Chaque année, la floriculture de la province de Lâm Đồng met sur le marché près de 2 milliards de tiges. Pourtant, seulement 10% d'entre elles sont réservées aux exportations, réalisant ainsi un chiffre d'affaires annuel d'environ 25 millions de dollars. Cela n'est pas à la hauteur des potentialités de Lâm Đồng, une des zones de floriculture les plus importantes en Asie du Sud-Est. La province de Lâm Đồng travaille en étroite collaboration avec l'agence japonaise de coopération internationale qui nous a beaucoup aidé à établir une agriculture multisectorielle. Ces derniers temps ont vu la réalisation de construction d'une zone industrielle agricole, d'un centre de traitement des produits agricoles et des marchés floraux de pointe. Plusieurs opportunités de coopération dans le secteur agricole haute technologie s'ouvrent après les entrevues entre les entreprises japonaises et les autorités provinciales de Lâm Đồng. Elles se penchent concrètement sur l'établissement de zones de culture de légumes et de fleurs de qualité. À travers ces visites, nous espérons trouver des opportunités de coopérer avec des partenaires vietnamiens spécialisés dans le secteur de la floriculture pour une longue collaboration. Selon les experts, le partenariat entre les entreprises japonaises et la province de Lâm Đồng est très favorable. Pourtant, la chaîne de production reste encore un défi à surmonter pour augmenter davantage les volumes d'exportation de ces fleurs sur le marché japonais. Le 40e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays a été célébré aujourd'hui en grande pompe dans plusieurs provinces du pays. De nombreux dirigeants du parti et de l'État y ont assisté. Dans la province de Cà Mau au sud, la cérémonie de célébration a vu la participation de Lê Hồng Anh, membre du bureau politique et permanent au secrétariat du comité central du Parti communiste vietnamien. À cette occasion, M. Lê Hồng Anh s'est félicité des résultats enregistrés par l'organisation provinciale du parti, l'administration, l'armée et les habitants ces derniers temps. Il a exprimé le souhait que cette localité continue de valoriser sa solidarité, d'exploiter efficacement ses potentiels, ses atouts et surmonter ses difficultés pour un développement rapide et durable. Dans la province d'An Giang, Đinh Thế Huynh, membre du bureau politique, secrétaire du comité central du PCV et chef de la commission de propagande et de l'éducation du comité central du PCV, a félicité l'organisation du parti et les habitants d'An Giang qui ont obtenu des succès encourageants en tous domaines. Le 40e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays a été célébré aussi à l'étranger. L'ambassadeur du Vietnam au Koweït a rappelé le parcours de résistance du Vietnam contre les envahisseurs étrangers, comme la guerre contre les impérialistes américains, dirigée par le Parti communiste vietnamien et le président Ho Chi Minh, qui a conduit à la grande victoire du printemps 1975. À Bucarest, l'ambassade du Vietnam en Roumanie a organisé un meeting et plusieurs activités sportives. L'un des éléments importants qui ont contribué à la victoire glorieuse du printemps 1975 était l'aide tant matérielle que spirituelle des amis internationaux dont l'ex-Union soviétique.
Pendant la résistance du peuple vietnamien contre les Américains, les Soviétiques ont envoyé au Vietnam non seulement des armes, mais aussi des milliers de spécialistes militaires. Dans le reportage qui suit, nous en saurons plus sur le rôle des spécialistes militaires soviétiques durant la guerre. Entre juillet 1965 et décembre 1974, environ 6500 généraux et 4 militaires et 5000 soldats soviétiques ont été envoyés au Vietnam. Les experts de l'ex-Union soviétique ont aidé à construire et à renforcer le système de défense anti-aérienne du Nord, tout en formant des milliers de militaires vietnamiens. Ma femme a toujours été obsédée par ses souvenirs douloureux d'enfants abandonnés. Cela n'a pas été facile pour elle de revenir au Vietnam. De toute façon, elle a réalisé son rêve de s'y rapatrier. Plus je comprends ses mémoires du pays natal, plus je l'aime. Au début, les experts russes nous laissaient les voir utiliser leurs armes, puis ils nous ont formés. Ils attendaient patiemment jusqu'à ce que nous soyons tout à fait capables de maîtriser la fusée et de combattre nous-mêmes avant de s'en aller. Tout au long des années de guerre, grâce à l'aide des militaires soviétiques, la force de défense anti-aérienne du Nord a abattu environ 1300 avions américains. Мы давали все сведения по взлетам с авианосцев палубной авиации с кораблей 7-го флота США. L'aide soviétique a joué un rôle très important dans la victoire finale du peuple vietnamien. C'était avec leurs armes russes que nous avons pu abattre les B-52 américains en 1972. Ce fut une très grande victoire qui nous a permis de réunifier le pays. Les souvenirs des féroces années de guerre sont devenus un bien précieux de ces anciens combattants vietnamiens et ex-soviétiques. C'est aussi l'une des bases solides pour maintenir et développer l'amitié et la coopération entre les deux peuples et les deux pays. La guerre du Vietnam a attiré des centaines de journalistes et photoreporters étrangers de toutes nationalités. Durant 3 décennies, surtout dans les années 60 et au début des années 70, ils ont capturé dans leur objectif les images et les moments les plus tragiques de la guerre. Leurs photos ont contribué de façon importante à dénoncer les atrocités de la guerre et à inciter les mouvements anti-guerre dans le monde. Beaucoup de photoreporters étrangers sont tombés sur les champs de bataille. Leurs mémoires et leurs photos sont conservées dans un espace spécial au musée des vestiges de la guerre à Ho Chi Minh Ville. Située au sein du musée des vestiges de la guerre de Ho Chi Minh Ville, la salle d'exposition intitulée Requiem fait toujours son comble. Ils sont présentés 275 photos sélectionnées de 134 journalistes étrangers et vietnamiens des deux côtés qui sont morts durant la guerre. Le photoreporter français Patrick Chauvel a couvert la guerre du Vietnam pendant les années les plus dures de 1968 à 1973. À chaque retour au Vietnam, il n'oublie pas d'y venir pour rendre hommage à ses anciens confrères. Et voici Kiyoshi Sawada, le photoreporter japonais ayant remporté le prix Pulitzer en 1966 pour la photo d'une mère vietnamienne fuyant les bombardements américains avec ses 4 enfants. Le photographe est mort dans un crash d'hélicoptère. C'est une femme, Dixie Chapel, c'est elle. C'est le premier journaliste étranger tué pendant la guerre du Vietnam. Dixie Chapel, elle a sauté sur une mine. Et le photographe qui a pris la photo, c'est Henri Huet, qui sera lui-même tué plus tard. Environ 100 photographes occidentaux ont été tués pendant la guerre du Vietnam. Côté nord-vietnamien, leur nombre était de plus de 260. Ils partageaient une même passion pour le métier. Tous ont fait fi du danger et de la mort pour restituer la vérité de la guerre américaine au Vietnam. Voilà, regardez la photo avec une mère, des enfants dans l'eau. C'est une vraie, bataille de survivre pour offrir la vérité au monde. Voilà, c'est la seule chose. Et ça sort
certitude interne d'un professionnel. L'espace Requiem présente les photos du livre du même nom, réalisé par Orphas et Tim Pech, deux parmi les plus grands photoreporters de la guerre du Vietnam. Les photos de ce livre avaient été présentées dans plusieurs pays du monde avant d'être offertes au peuple vietnamien avec le message « Espoir, réconciliation et histoire ». À l'occasion du 40e anniversaire de la réunification du pays, une exposition de photos sur la guerre du Vietnam ouvert ses portes depuis le 14 avril à l'espace Institut français de Hanoï. Elle présente 56 photos de 4 célèbres photographes de guerre vietnamiens, Đoàn Công Tính, Chu Chí Thành, Hứa Kiểm et Mai Nam. Ces photos font partie du livre de photos intitulé Ceux du Nord, recueilli par le photographe de guerre français Patrick Chauvel, qui avait couvert la guerre du Vietnam de 1968 à 1973. Afin d'en savoir plus sur cette publication ainsi que sur les réactions du public français vis-à-vis de ce livre, notre reporter du journal en français a eu un entretien avec Patrick Chauvel. Nous l'écoutons. Pour la première fois, ces images nous racontent une autre histoire de la guerre du Vietnam. Tel est le préface du livre de photos Ceux du Nord, qui présente 140 photographies inédites de 10 photoreporters révolutionnaires vietnamiens entre 1966 et 1975. La plupart de ces photos ont été sélectionnées par Patrick Chauvel, un photoreporter qui avait couvert la guerre du Vietnam du côté du Sud. Pour la première fois, le public français et européen découvre comment les générations des Vietnamiens du Nord ont vécu sous les bombardements et comment ils ont combattu jusqu'à la victoire. Monsieur Patrick Chauvel, comment avez-vous eu l'idée de réaliser un tel recueil de photos intitulé Ceux du Nord? J'ai été invité il y a 2 ans par l'Institut français. Et ça faisait longtemps que je me demandais quel travail avaient fait les photographes qui étaient au nord pendant la guerre du Vietnam. Et donc je leur ai demandé de rencontrer les photographes. Et j'ai rencontré M. Mai Nam à Hanoï, qui m'a parlé de M. Đoàn Công Tính, qui était au sud. Quand j'ai vu les photos de tous ces photographes, la qualité des photos, la qualité des personnes qui font les photos aussi, ce sont des hommes très intéressants qui ont une histoire incroyable. Et ils m'ont raconté leurs histoires, ils m'ont raconté dans quelles conditions ils faisaient les photos. Et j'ai découvert toute une série de photos inédites qu'en Occident, en tout cas, on n'avait jamais vues. Et donc, on a choisi des photos, on les a invités à Perpignan. Et mon éditeur, Florent Massot, qui est de l'édition Les Arènes, lui aussi, il m'a dit, il faut qu'on vienne. On est revenu une 2e fois. Et on a regardé les photos à l'agence vietnamienne d'information, on a regardé les photos chez Đoàn Công Tính, chez tous les photographes. Et on a réuni un trésor de photos inconnues, magnifiques. Et donc on a fait un livre. Comment se sont passées les premières rencontres avec les photographes vietnamiens? Quand on s'est présenté au téléphone et quand on a parlé, ils savaient que moi aussi j'étais photographe et que j'étais de l'autre côté. La conversation est tout de suite plus proche, plus intime, on parle de la même chose. Donc j'avais l'impression de parler à mes camarades français, américains. On a vécu les mêmes choses et on parle des mêmes choses et puis on partage la même passion, c'est-à-dire raconter une histoire à travers nos photographies et on est tous passionnés de photos et d'images. Donc que pensez-vous de la qualité esthétique de ces photos? Elles sont toutes excellentes, c'est vraiment des grands artistes. Il y a des photos qui sont des photos de propagande, mais elles sont tellement belles, tellement bien composées, avec une lumière bien choisie. Hein, c'est magnifique. Il y a la photo des éclaireurs qui cherchent à ouvrir une piste pour la piste Ho Chi Minh, avec la chute d'eau derrière dans la montagne. Ça résume la difficulté du terrain, l'humidité, la jungle, les montagnes, le danger. Et on voit les hommes dans l'effort. Tout est résumé dans cette photo.
Et en plus, c'est de l'art, quoi. On dirait presque un tableau chinois ou plutôt un tableau japonais. Enfin, c'est magnifique. Tous les photographes dans ce livre sont des grands professionnels et des artistes. Parlons un peu de la couverture de ce livre. Pourquoi avez-vous choisi cette photo pour faire la couverture? Alors, en regardant toutes ces photos, je découvre une chose, c'est d'abord l'importance du rôle des femmes pendant la guerre. Je ne savais pas que les femmes avaient participé à la guerre en première ligne, dans les milices de protection. Elles dirigeaient les batteries anti-aériennes, enfin, elles étaient vraiment en première ligne. On découvre ça en regardant les photos des photographes nord-vietnamiens. C'est la première fois que les images de la guerre du Vietnam, du côté du Nord, sont présentées au public occidental, je crois. Donc, comment la réaction du public français vis-à-vis de ce livre? À Perpignan, c'est un public de photographes. Hein. De toute façon, c'est le festival photo des grands reporters. Donc, évidemment, le public est à 80% sont des photographes. Donc il y a plus de 500 livres qui sont partis en quelques jours. Les gens, et aujourd'hui, j'ai tout le temps des gens qui m'appellent. La presse a beaucoup parlé de ce livre. C'est normal, on découvre tout un côté de l'histoire qu'on ne connaissait pas. L'histoire de la guerre du Vietnam avait été racontée que d'un seul côté. Et après la sortie de ce livre, les photos des photographes du Nord sont toujours bien accueillies en Europe par les journaux européens, occidentaux? Les journaux en ont parlé, ils ne vont pas en parler tout le temps. Hein. Là, évidemment, c'est l'anniversaire de la chute de Saïgon et la fin de la guerre du Vietnam. Donc pendant encore un mois, les journaux vont m'appeler pour choisir des photos dans le livre et faire des publications sur ceux du Nord. Après, ce sont les collectionneurs qui ont remarqué certaines photos incroyables. Et ils vont donc me demander et voir comment ils peuvent les acquérir, quoi. Parce que les collectionneurs cherchent les photos exceptionnelles, les photos rares. Et dans ce livre, il n'y a que des photos rares. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Les prévisions météo avant de refermer ce journal. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir le programme sur YouTube et sur notre page web. Au revoir et à très bientôt.